Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Épisode un peu spécial aujourd'hui, ils sont tous spéciaux, on a toujours une petite particularité, d'autant plus qu'on a des invités. Alors là, je suis pas très fier de moi, mais c'est un épisode que j'ai enregistré en août. Donc quand vous allez l'écouter, on est en novembre, le 23 sera le 23 novembre 2022. L'épisode, je l'ai enregistré en août. Alors, comment ça se fait ? En fait, j'étais parti fin août aux États-Unis. Donc, avant de partir, pour que vous ayez toujours un épisode chaque semaine, j'avais pris un peu d'avance. Et ensuite, vous allez voir dans cet épisode, c'est pas très gênant, mais il y a un petit peu de latence. Donc, il fallait que je réécoute l'épisode, que je coupe, etc. J'avais pas pris le temps de le faire. Et qui plus est, parfois, j'essaie de coller à l'actualité un peu du moment ou de mon actualité. Par exemple, quand j'étais à Budapest, je fais un épisode, je le publie tout de suite après avoir été à Budapest. Avec les auditeurs, j'allais pas le publier 3 mois après. Donc, cet épisode, je l'avais toujours un peu dans le fond du tiroir. Et en fait, ça m'a fait plaisir parce que je l'ai réécouté et j'ai pu un peu faire un point et voir que depuis août, donc au final, c'est pas si loin, c'est 3-4 mois, et il s'est passé pas mal de choses, notamment, j'ai encore racheté des appartements, on a réglé des problèmes qu'on avait avec l'huissier, même si c'est pas totalement réglé, c'est plus un problème qui nous travaille beaucoup. Il s'est passé pas mal de choses depuis août et c'est toujours sympa d'écouter en fait un épisode un peu plus vieux pour voir le chemin que j'ai pu faire et puis j'espère que vous avez pu le faire également depuis le départ. Donc il y aura peut-être certains anachronismes avec d'autres épisodes que vous avez écoutés plus récemment, mais sur le fond bien sûr il y a aucun souci, l'épisode reste entièrement d'actualité. Voilà, je pense qu'à un moment je parle des taux d'intérêt, je disais qu'il était en train de monter, c'est chose faite, ils sont encore bien plus hauts qu'au mois d'août. Et donc on va accueillir Thomas, il va nous raconter pas mal de choses sur son parcours. Donc il a été dans l'armée, c'est pas la première invité que j'ai eu qui a été dans l'armée. Comme quoi, parfois il y a c'est pas que des coïncidences, je pense. On va parler du fait qu'il a été endetté à 75% de ses revenus, qu'il a frôlé la faillite à 2 reprises. Comment ses associés qui étaient bloqués dans leurs investissements, ils ont fait en se rachetant et revendant à eux-mêmes un bien pour pouvoir enchaîner les projets. Comment on peut emprunter quand on est intermittent du spectacle. Plein de sujets qui n'ont jamais été abordés et que je pense j'ai jamais entendu ailleurs. Avant de commencer, donc voilà, excusez-moi pour ces 3 mois. J'essaye de faire au mieux la ligne éditoriale du podcast pour qu'il y ait un peu des nouveaux sujets et puis une certaine... que ça colle à l'actualité. Là, c'est pas le cas, mais ça n'empêche pas que l'épisode soit très très intéressant et que Thomas soit une personne très très... qui a un parcours atypique quand même. Quand on a été dans l'armée, c'est pas métro boulot dodo. Avant de commencer, j'ai toujours plein de choses à vous raconter. Déjà, si vous nous rejoignez, bienvenue sur ce podcast. Je me présente rapidement, je suis investisseur immobilier depuis 2012. J'ai une longue formation en finance d'entreprise. J'ai étudié pendant 12 ans, plus que des médecins même. Tout ça pour avoir un boulot super bien payé au départ, qui m'a permis de faire mes premiers investissements. Enfin, au départ, c'était pas super bien payé. Et puis, petit à petit... j'ai fait ce que j'ai pu. J'habite à l'étranger où j'investis également en France, principalement dans cette belle région du Grand Est qu'on nous a fait fusionner. Elle est pas belle la vie. Et sinon, j'ai 2 objectifs chaque année: acheter 5 biens immobiliers et voyager dans au moins 10 pays. Là, on est en novembre, c'est-à-dire que les 5 biens immobiliers, ils ont été achetés et les 10 pays, ils ont été visités. J'en ai fait même 11 ou 12. Et pour les biens immo, là, je ne vous cache pas que j'ai proposé pour un 6e bien, en fait, une date au notaire, pas plus tard qu'aujourd'hui. Donc normalement, en décembre, je devrais signer un 6e bien et après, on calmera un peu. Parce que là, il y a eu pas mal de cash burn dans les apports et les travaux. Donc voilà. Et puis aussi, ça prend du temps. J'atteins quand même un peu une certaine limite à la fois d'endettement et de gestion. Donc cette année, les 5 biens, ils seront sûrement dépassés. Et l'an prochain, je verrai quel objectif je me fixe. Donc voilà, ça a été de ce point de vue-là une année quand même bien remplie. Normalement, je fais un petit point sur les nouveaux commentaires. J'ai pas eu de nouveaux commentaires cette semaine. J'ai 106 notes Apple Podcast en à peu près 106 000 écoutes. Donc ça fait une note toutes les 1000 écoutes. Elle est pas belle la vie. Si vous voulez contrer cette malédiction, vous allez sur Apple Podcast et vous mettez une petite note 5 étoiles. Vous pouvez aussi le faire sur Spotify. Mais voilà, le plus important, c'est partager, liker, commenter. Vous pouvez me partager en story les endroits où vous êtes pendant que vous écoutez cet épisode. J'ai 4 points, je pense que c'est 4 points à vous partager avant de démarrer.
J'ai un petit plan sous les yeux, vous en doutez bien. Premier point, j'étais à Paris ce week-end. Ça faisait 2 ans que j'avais pas été à Paris. Alors c'est pas pour vous raconter ma vie que je vous explique ça. Enfin, j'étais passé à Paris en coup de vent, notamment quand je dois changer de train ou quand je fais des escales en avion. Mais que je m'étais posé dans la ville, ça faisait 2 ans. Bah franchement, c'est vraiment quand même une bonne ville. Il y a des défauts, mais pas toujours ceux qu'on croit. Hein. J'étais agréablement surpris là quand je suis revenu. Donc vous avez une très belle ville, les Parisiens, et j'en ai profité pour faire plein de choses qui sont en attente depuis 2 ans. Alors ce que je voulais vous raconter sur Paris, c'est que je me suis mis un peu en mode négo. J'ai pu négocier moins 20% et une bière dans un restaurant parce qu'ils étaient trop loin à me servir. À l'hôtel, j'ai négocié moins 90 € parce que tout était pas nickel dans la chambre et comme prévu. Pourtant, franchement, j'ai fait vraiment ça de façon souriante, mais on m'a accordé pas mal de ristournes. Au théâtre, vos théâtres ils sont tout petits. Moi je suis grand. Ça m'a rappelé le Japon où je renversais tout parce que j'étais trop grand. J'ai pu. Alors là c'était un mélange de grattage et de négociation, mais j'ai eu une des meilleures places alors que j'avais payé une des moins chères. J'ai dit mais attendez, elles sont trop petites les places ici. Je peux pas rester là. Donc voilà, je suis allé tout devant. Mais ouais, c'est vraiment une bonne ville. Ça m'a donné envie d'acheter un appartement à Paris. Mais je pense que ce sera pas pour tout de suite. Hein. C'est cher, mais les petites surfaces, ça va encore, je trouve. Donc voilà, belle ville de Paris. Et du coup, on en arrive au deuxième point. J'ai pu organiser une rencontre avec des auditeurs. Forcément, vu que la zone, l'Île-de-France et Paris, c'est très peuplé, et c'est là où j'ai la majorité de mes auditeurs en densité, je suppose. Et donc, j'ai pu organiser un petit goûter des gros billets. J'ai appelé ça comme ça. Donc j'ai pu rencontrer à la fois des auditeurs qui sont membres du Club Invest et à la fois des auditeurs que j'avais parfois déjà vus et d'autres dont c'était la première fois. Ça m'a fait très très plaisir de vous rencontrer, de parler d'investissement, d'immobilier. Et puis je pense qu'en plus ça a créé des nouvelles connexions, des personnes qui se connaissaient pas encore et qui pourront échanger par la suite. J'espère que vous avez pris vos coordonnées respectives. Mais franchement super bon moment le dimanche à l'heure du goûter. On a pu parler d'investissement. On était à la base je voulais qu'on soit 10. Je m'étais dit 10 c'est bien pour échanger. Et puis finalement on a été plutôt 15, une bonne quinzaine. Donc voilà, je voulais vous dire un truc là-dessus, c'est que je remercie Christina de nous avoir organisé, d'avoir trouvé le lieu, parce que moi, forcément, vu que je suis pas parisien, et je sais que c'est toujours compliqué de réserver dans cette ville où tout bouillonne. Bon, le dimanche, ça va, c'est calme. Merci à Christina de nous avoir trouvé un lieu parfaitement adapté. Pour info, je serai au repas des gentlemen investisseurs le week-end prochain, donc à côté de Lyon. Ça commence à faire beaucoup. Hein. J'étais à Budapest pour les investissements il y a 10 jours. Le week-end dernier, j'étais à Paris. Bon, c'était pas que pour voir les auditeurs, mais j'en ai vu. Et le week-end prochain, repas des gentlemen investisseurs. Après, je vais un peu me calmer, je pense, sur toutes ces activités annexes. Et puis, je vais un peu me réoccuper de ma vie, du reste de ma vie sociale. Donc, si vous êtes à Lyon ou dans le coin, que vous êtes au repas, vous pouvez me contacter. J'ai écouté le podcast de Tony, je crois qu'il disait qu'il y avait 170 personnes, donc si vous voulez vraiment qu'on se voit, qu'on discute de gros billets, vous pouvez me contacter à l'avance et puis on fera tout pour se voir. Si vous avez un bon plan sur Lyon à me proposer, de restaurants à tester, ou je sais pas, d'une boutique, d'une épicerie fine ou que sais-je, une spécialité à absolument tester, vous pouvez me l'envoyer également, ça me ferait toujours plaisir. Petit instant pub, voilà. Je voulais vous raconter plein de choses, mais j'ai tellement de choses à raconter, c'est incroyable. Pourtant, j'ai une super bonne humeur. Je bossais comme un fou toute la journée sur 1 milliard de trucs à faire. Mais je suis de super bonne humeur de m'occuper que du podcast à présent. Donc si vous avez écouté les épisodes précédents, vous êtes au courant. Et sinon, c'est la seule chose que vous devez retenir de ce podcast. J'ai lancé une formation, un programme négocié pour faire des gros billets, et dans lequel je vous explique plein de choses, comment faire une bonne affaire à l'achat, car on a beau tourner les chiffres dans tous les sens, on peut faire de la coloc, du meublé, du nu, du déficit foncier, du Airbnb, de l'achat-revente, c'est toujours à l'achat qu'on fait les plus gros gains. Et donc c'est sur l'achat qu'il faut se concentrer. Donc dans ce programme, je vous explique comment faire une bonne affaire, comment bien connaître le prix du marché, comment bien négocier, quelles questions il faut poser à l'agent, quelles vérifications il faut faire sur les documents, quels sont les arguments qu'on peut utiliser pour négocier. Donc c'est simple, comment j'ai trouvé les arguments et les techniques. J'ai utilisé 10 techniques que j'ai utilisées sur
sur mes achats. Pour ça, pour vous prouver mes dires, je vous ai mis, vous pouvez déjà voir si vous allez sur la page pour commander la formation, mais également dans la formation après vous en voyez encore plus. Je vous ai mis des extraits bancaires, des actes notariés à moi, il y a zéro bullshit. On n'est pas là pour vendre du rêve, juste pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Et donc dans ce programme, vous avez tout ça, les techniques. Vous avez en plus un modèle d'offre d'achat que j'utilise pour quand vous enverrez vos offres d'achat. Donc, en fonction du prix, soit des offres de bâtard à prix cassé, ou soit des offres sur des bonnes affaires quand il faut sauter rapidement sur une occasion. Donc tout ça, vous l'avez dans le programme. Il est à prix de lancement à moins 35%. Ça coûte moins cher qu'un plein d'essence pour le moment. Donc ça dépend du prix de l'essence et des voitures. Mais pour moins cher qu'un plein d'essence, vous pouvez accéder à cela. Et en plus, vous avez bien sûr la possibilité, inclus gratuitement, de m'appeler une fois quand vous avez, si vous souscrivez à cette offre. Donc à cette offre qui est inclus, je répète, c'est pas un supplément. Vous pouvez m'appeler pour discuter de votre stratégie de négociation. Quand vous avez trouvé un bien, vous dites ah ouais c'est un super bon bien, vous me contactez, on s'appelle et on regarde comment est-ce qu'on peut négocier. J'ai déjà fait gagner des dizaines de milliers d'euros à plein de personnes. Il y a même un extrait sur la page de commande de quelqu'un à qui j'ai fait gagner 20 000 euros. Les membres du club Invest, il y en a plein qui ont économisé beaucoup d'argent. Pareil sur leurs achats, on avait même réussi à les faire économiser 70 000 euros. Voilà. Donc si vous voulez le lien, soit c'est dans ma bio Instagram, soit c'est dans la description du podcast. Sinon, je vous le dis oralement, c'est sur le site www.grosbillets au pluriel, donc grobillets.com/nego, N-E-G-O. Donc je répète, www.grosbillets.com/nego. Et vous pouvez profiter encore, c'est que cette semaine que je laisserai l'offre de lancement et ensuite le prix augmentera. Donc c'est la semaine du 23 novembre. Donc merci à tous. J'ai eu un avis, j'ai même eu un commentaire. Donc merci à ceux qui ont déjà souscrit au programme. J'ai eu un petit commentaire de Stéphane qui m'a dit « Hello Thibaut, j'écoute tout doucement ta formation. J'aime beaucoup le contenu, c'est clair et pertinent, accompagné d'un petit résumé écrit. J'aime bien ton humour également. Bon boulot. » Et ben merci à toi et bon boulot de t'être lancé dans la formation. La formation aussi, je vous le dis juste, elle est en audio si vous voulez pas passer ces 3 heures. Ça dure 3 heures. Si vous voulez pas passer 3 heures devant l'ordi, parce que je sais, j'ai fait plein de formations en IMO et dans plein d'autres sujets. Souvent, au bout d'un moment, c'est trop long en vidéo, donc je l'ai aussi fait en version audio pour que vous puissiez l'écouter à la salle de sport, en voiture, en faisant votre linge. Voilà. Le but, c'est toujours d'avoir le maximum de contenu et d'avoir la vie la plus équilibrée possible, que vous soyez en forme, que vous puissiez faire toutes les tâches qu'il y a à faire pour être la meilleure version de vous-même. Et ben si en plus il y a moyen de faire des gros billets, et ben c'est tant mieux. Donc voilà. N'hésitez pas à souscrire, encore une petite semaine. Enfin, dernière annonce avant qu'on attaque avec le podcast. Pour ceux qui l'ignorent, j'ai un groupe Telegram. Dans ce groupe Telegram, donc le lien il sera aussi dans la description du podcast. Dans ce groupe Telegram, alors j'essaie de pas spammer. En général, j'écris une fois par semaine pour pas qu'il y ait des gros spams. C'est là où j'avais donné rendez-vous pour les personnes, pour le goûter des gros billets. De temps en temps, je parle des problématiques que j'ai, des problématiques des membres. Il y en a qui présentent leurs projets. Donc, si vous voulez nous rejoindre, bien sûr, c'est gratuit. Le lien est dans la description. Et en fait, j'avais fait voter pour quel épisode, parce que j'ai quelques épisodes d'avance, quel épisode vous voulez qu'il soit diffusé. Et c'est celui de Thomas qui a été plébiscité le plus. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Sur ce groupe, j'ai une idée brillante. Voilà, ça m'est venu comme ça. En fait, j'ai déjà vu des youtubeurs qui commandaient leur voiture neuve. Donc j'avais vu ça pour POG et GMK. Donc une fois c'était une Porsche, une fois c'était une Ferrari, je crois bien. Ils avaient fait un live où les abonnés ils pouvaient choisir en fait les caractéristiques de la voiture. Moi, comme si vous avez écouté les autres épisodes, j'ai acheté un appartement il y a quelques semaines. Là, il est en travaux. Et une fois que les travaux sont terminés, je pensais, alors vous me direz si c'est une bonne idée ou pas, vous pouvez me l'écrire dans le groupe ou vous pouvez m'écrire sur Instagram. Je pensais en fait vous faire voter pour les meubles et la déco que je vais mettre dans cet appartement. Je pense que je vais faire de la location meublée classique, pas de la location courte durée, parce que là je commence à... J'ai pas trop de temps en ce moment, donc la location courte durée, même si je délègue, ça me prend plus de temps que la location meublée. Donc je vais faire une location meublée et je pense que je vais aller sur un site internet un soir. On fera ça, je sais pas si on fera ça sur Instagram Live, sur Twitch ou que sais-je.
Et en fait, vous pourrez voter sur le lit qu'on prend, le canapé qu'on prend, quel déco on met, quel tableau on met, etc. Aussi, à 2-3 murs, j'aimerais bien, les murs ils sont en blanc pour l'instant, j'aimerais bien mettre un mur d'une couleur un peu flashy, je sais pas, bleu pétrole ou enfin flashy en tout cas qui soit un peu clivante par rapport au reste de l'appartement, qui ressorte bien. Donc voilà, tout ça. Puis je pense que j'essaierai de faire le live depuis l'appartement, comme ça vous pourrez bien voir. Et puis on pourra prendre les mesures. Là, on met ça là, on met ça comme ça. Si vous trouvez que c'est une bonne idée, moi je trouve que ça l'est personnellement. Bah dites-le moi. Vous pouvez me l'écrire donc en commentaire sur Instagram ou sur YouTube ou sur Telegram. Et je tâcherai d'organiser ça. Je pense que les travaux ils vont se finir dans un peu moins d'un mois. Et comme ça, on commandera les meubles. Je vais essayer d'ailleurs de faire un peu matcher la fin du chantier avec la livraison des meubles. Voilà, on attaque avec Thomas. On se retrouve de l'autre côté. Et encore désolé pour cette petite latence. Voilà. C'est les joies de. J'ai eu des invités de partout dans le monde. Alors Thomas était pas trop loin. Et je pense que le problème d'internet, il venait de chez lui. Mais c'est les aléas du podcast. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute et on se retrouve de l'autre côté. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on va faire la diagonale de France au niveau des accents. Mon léger accent alsacien vient donc faire un featuring avec Thomas. Salut Thomas, comment ça va ? Salut Thibaut, salut tout le monde. Alors moi, je pense que j'ai pas d'accent, mais bon. Ouais, c'est ça. C'est ce que je dis toujours, c'est les autres qui ont un accent. Hein. Moi, je comprends pas. C'est ça. De 0 à 15 ans, tous les gens autour de moi, ils parlaient avec le même accent. Donc, c'est ensuite que ça s'est détérioré. Bah, Thomas, ça fait pas très longtemps qu'on est en contact, mais était un tout nouveau podcasteur. Donc, tu as sorti ton premier épisode. Et j'avais fait un appel un peu appel à témoins, je cherchais des nouveaux invités pour la saison, on va dire, de fin de l'été, automne. Et Thomas s'est gentiment proposé. Ce que j'aime bien, c'est pour commencer, pour que les invités découvrent, rapidement, si tu peux présenter une première expérience professionnelle, qu'on en a parlé en off, tu as eu un peu un parcours atypique, et puis dire assez rapidement ce que tu fais aujourd'hui, et puis ensuite on rembobinera un peu le film, et voilà. Ouais, ok, ça marche. Bon, déjà très jeune, j'ai su que je voulais faire de l'immobilier et partir à l'armée. Donc, je n'ai même pas passé le bac. Donc, quand tu passes pas le bac, généralement, tu finis par avoir le SMIC. C'est ce que j'ai eu. Donc, je suis parti très jeune à l'armée et grosso merdo, j'ai fait 11 ans d'armée. En parallèle de ça, j'ai construit mon entreprise dans l'immobilier et aujourd'hui, je vis que de mes investissements IMO. Voilà. Alors, sachant que j'arrive à vivre de ça, alors que j'ai eu qu'une paye on va dire que de smicard. Voilà. Après, quand t'as pas le bac, t'as le SMIC, mais j'ai des exemples de bac plus 5 qui sont pas loin du SMIC en sortant d'études non plus. Donc, c'est pas un gage de, c'est pas un gage de réussite, enfin, en tout cas, de réussite salariale, non. Ouais, quand si tu peux nous raconter un peu là. Pardon? Oui, non, je disais oui, quand c'est que McDonald's qui t'embauche aussi, oui, c'est normal. Quand tu fais trop d'études au bout d'un moment. Voilà, c'est ça. Si t'es trop spécialisé dans un truc que plus personne va t'embaucher. Ouais. Du coup, tu peux nous raconter un peu l'armée. J'avais eu Tania, je sais pas si tu la connais sur les réseaux. Elle a été un peu dans l'armée aussi. On en avait parlé vite fait avec elle. Comment ça se passe? Alors elle est que, je sais plus, en tout cas elle est réserviste, je sais plus si elle avait vraiment été en OPEX et tout ça, je m'en souviens plus. Mais est-ce que tu peux nous raconter un peu, je pense que l'avantage que t'as quand t'es à l'armée, alors tu me contrediras peut-être, c'est que t'as pas de logement à payer. Ouais, alors ça c'est vraiment le plus gros bénéfice que j'avais, c'est que j'en ai profité tout le long de ma carrière justement pour ne pas payer de loyer. Donc j'étais logé au régiment. Et je savais tout de suite que investir et ne pas payer de loyer, c'était vraiment un énorme avantage. Donc même si j'étais payé au SMIC, c'était vraiment, on va dire, un avantage concurrentiel que je pouvais avoir. Donc j'en ai profité au maximum. Et puis surtout qu'avant, on pouvait être plus endetté qu'aujourd'hui, avant les normes de la HSCF. Donc ouais, c'était vraiment super intéressant. Donc moi, en gros, c'était être logé à l'armée
et partir souvent à l'étranger. Étant donné que nous, dans le régiment dans lequel j'étais, on partait vraiment tous les ans. On était, on va dire, les premières lignes. J'étais à l'armée de terre, donc on partait vraiment très très souvent. Ok, top. Et aussi, c'est vrai que j'ai eu un autre invité qui était à l'armée, c'était Nicolas Decodin. Je sais pas si tu le connais, c'est cofondateur de Avenue des Investisseurs. C'est un bon site, Ah non, faut que je si vous regarde. voulez, pour les SCPI et tout ça. Et c'est un de mes épisodes les plus écoutés. C'était dire bye bye colonel à la place de bye bye Ah, patron. je l'ai même pas encore vu ce Euh, podcast, il faut que je le regarde. euh, Faut que j'écoute. et, et, euh, et tu faisais quoi à l'armée? Alors officiellement, j'étais donc un simple soldat. Après, je suis monté en grade, donc j'étais chef de groupe, j'étais dans les blindés et tout ça. Et officieusement, j'étais professeur des finances personnelles. En fait, en loose day, vu que je faisais les séminaires, les trucs. Enfin, quand j'ai commencé, il y en avait très peu de séminaires et de formations sur Internet. Et donc moi, j'adorais ça. Donc je me payais des formations 2 000 €, mais bon, je le disais pas. Tout le monde pensait que j'étais dans une secte, la secte du rat, si vous voyez de laquelle je parle. Et au final, en fait, Du rat en lambeaux, ouais. ouais, c'est ça. Donc, j'apprenais finalement aux gens soit à investir, soit ceux qui avaient des galères financières, je les aidais. Et puis un jour, je me suis fait choper dans ma chambre avec 10 militaires en train de leur faire des cours par un de mes supérieurs. Il dit mais qu'est-ce que vous faites? Et quand on leur dit mais on fait des cours, ils étaient un peu surpris quoi qu'on fasse pas autre chose. Donc, je suis passé devant le bureau du capitaine et puis il m'a dit ok bon écoute là il y a une banque qui vient dans le régiment, tu passes la voir et tu me dis ce que tu en penses parce que moi j'ai pas le temps d'aller les voir. Donc je vais voir cette fameuse banque qui rentre dans le régiment et qui faisait sa propre promotion. Et en fait, elle racontait beaucoup de choses sur la loi Pinel, enfin ce genre de placement en fait où on est bloqué, où faut pas y aller. Mais à la fin, ils nous ont fait le champagne. Et bon, je comprends pourquoi. Ils ont ramené quelques clients. Et puis donc, je suis parti voir le capitaine. Je lui ai dit, écoutez, il faut surtout pas aller voir cette banque et prendre les investissements qu'ils nous ont donnés. Il m'a dit, ok, bon, maintenant tu me prépares un cours et je te donne, je crois qu'il m'avait donné une semaine. Il me dit, dans 7 jours, tu me prépares un cours et après tu le présentes à tout le monde. Et voilà, au final, je me suis trouvé en train de faire des mini-séminaires en privé dans le régiment. Voilà. Top. Super, super insolite, quoi, on va dire. Ah, Ouais. c'est marrant. Et j'avais plein de questions. Quand tu es en OPEX, t'es beaucoup mieux payé, hein, je pense. Hein. Oui, il y a 2 avantages, c'est qu'on est payé 2 fois et demi notre solde. Donc le mec de base, il gagne 3 200 € par mois et c'est non imposable. Ça c'est déjà le premier avantage. Puis comme d'hab, logé, nourri, enfin on est vraiment bien quoi. Ok. Et question qui me vient comme ça, quand t'es militaire, comment ça se passe, tu sais, l'assurance sol restant dû, tu dois te taper quand même des sacrées surprimes, non? Ou je sais pas s'il y a des accords, mais parce que mon Alors associé, oui, lui, parce à un que moment, il roulait beaucoup et rien que lui, il payait 3 fois plus que moi ouais. d'assurance, quoi. Ouais, ça m'étonne pas en fait. Alors quand je me suis engagé, il y avait que une assurance spéciale pour les militaires, donc c'était l'AGPM ou GMPA, qui aujourd'hui ont fusionné. Et il n'y avait que eux en fait qui assuraient les militaires, parce que pour eux, toutes les banques et tout ça, c'était trop dangereux. Donc en fait, on n'avait que eux pour se faire assurer. Ouais, tu m'étonnes. Mais maintenant, ils ont ouvert ça à tout le monde. Bon, vu que c'est un peu moins dangereux et tout ça. Bon, même si moi, je me suis déjà fait tirer dessus à plusieurs reprises, enfin pas sur moi, mais autour de moi. Bon, bien évidemment, ça je le dis pas à la banque quand je vais me faire assurer, mais oui, avant, on pouvait se faire assurer que par la GPM ou le GMPA qui est devenu Tego, mais maintenant tout le monde nous assure. Ok, top. Top. Après, à voir forcément, les tarifs sont adaptés. Si vous êtes Oui. comptable chez Lidl, ben ça c'est peut-être moins cher. Sauf si vous mangez leur bouffe. Et ok. Et en fait, toi, j'ai notamment l'argument qui m'a convaincu. Enfin, on peut pas vraiment dire ça, mais quand je t'ai demandé de quoi tu voulais parler sur le podcast, tu m'as indiqué que tu voulais parler du fait que tu avais fait presque faillite 2 fois. Donc, on en a parlé un peu avant. C'était assez au début de ta carrière d'investisseur. Peut-être comment tu as lancé ta carrière d'investisseur en parallèle de l'armée. Donc, notamment, tu avais ces OPEX. Après, tu as investi proche de ta caserne ou Alors non, pas comment du tu tout. gérais un peu
Alors déjà, j'ai investi loin de ma caserne. J'étais, je sais pas, à quelques centaines de kilomètres parce que je savais que j'allais pas rester dans la ville. Donc pour ceux qui se demandent, j'étais au premier IMA à Angoulême. Donc voilà, pour moi, c'est le centre de la France. Et donc au final, je savais déjà que j'allais pas y rester forcément là. Et vu que je partais tout le temps à l'étranger, il fallait que quelqu'un puisse s'occuper de mes biens quand j'étais pas là. Donc le premier bien que j'ai acheté, l'objectif c'était simple, c'était ok, je reste à l'armée jusqu'à ma retraite militaire. Et j'achète un immeuble qui va s'autofinancer et une fois qu'il est remboursé, je le vends puis j'achète ma résidence principale cash. Bon, au final, c'est pas du tout ce que j'ai fait, mais voilà, j'avais mes parents qui étaient pas loin et après je me suis débrouillé pour investir après de plus en plus loin et faire gérer ça du coup par agence. Ok, ouais, super bonne idée. Et comment t'as visité? C'était pendant tes permissions? Tu me dis si je me trompe de oui, c'est ça. Non, c'est ça, de l'armée. Oui, faut pas dire des vacances à l'armée, ça n'existe pas. On nous permet d'être un peu libre, en fait. Ok. Ouais, parce que en fait, le truc qui change tout à l'armée, c'est moi, j'habite à l'étranger, je voyage beaucoup, mais moi, j'ai tout le temps Internet. Alors que toi, je sais pas si t'as été je pense que le temps où t'as été, c'était quoi? Mali, Centrafrique. Alors j'ai fait le Tchad, la Centrafrique. Non, l'Afghanistan venait de fermer quand moi je me suis engagé. Donc on devait y aller, puis finalement j'y ai pas été. Ensuite le Mali, j'ai été appelé, je me souviens, j'étais dans le train et puis dans le train on m'a appelé, tu fais demi-tour et tu pars là-bas. Finalement j'y ai pas été. Bon, finalement je regrette pas plus que ça de pas y avoir été. Sinon après j'ai fait le Niger où on était d'ailleurs dans un camp qui n'existait pas officiellement, mais bon on s'est fait toper, donc bon tant pis. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai fait le Tchad, j'ai fait Djibouti, j'ai fait plusieurs fois la Côte d'Ivoire. Enfin voilà, j'ai fait le Kosovo. Enfin, j'ai fait pas mal d'étrangers. Mais c'est vrai qu'Internet, oui, on l'avait pas tout le temps. Ouais. Ok. Donc ouais, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y avait pas encore DocuSign et tous ces trucs pour Ah oui, c'est ça, oui. Okay, il y a un immeuble, j'ai fait me louper comme ça. J'ai oublié, pensait que j'étais décédé. Du coup, ils voulaient le remettre en vente. Alors que j'étais plus parti en mission. Je pouvais rien signer, donc j'avais tout négocié à l'étranger et tout. J'étais où? J'étais en Côte d'Ivoire à ce moment-là. Donc, j'avais quand même un peu Internet quand j'étais pas sur le terrain, mais je devais donner des signes de vie une fois par mois, sinon je perdais le bien, quoi. C'était assez chaud, quoi. Fitness. Ouais. Ok. Et donc, et ça fait combien de temps que t'es plus à l'armée? Ça fait 2 ans maintenant. D'accord. Et là, t'as le droit à une retraite militaire, c'est ça? Ou c'était trop tôt? Pas du tout. Trop tôt. Non, je suis parti trop tôt. Alors, quand je me suis engagé, c'était 15 ans la retraite militaire. Et celle de 15 ans, qui était, je crois, de 600 €, ils l'ont décalé à 17,5. Celle de 17,5, je crois, c'était 20 ou 21 ans. Enfin, plus ça allait, plus il a décalé. Donc, je me suis dit, bon, ça sert à rien que je reste à l'armée, autant que je quitte. En plus, en faisant l'armée, j'avais une indemnité de départ, vu que j'avais décidé de pas passer en grade pour avoir cette indemnité. Donc, je savais que c'était vraiment le moment de partir. Ok, top. Et donc, ta première proche fight, c'était pas sur cet immeuble, c'était sur le suivant? C'était sur le deuxième immeuble. Alors le premier, déjà, je m'étais bien rétamé parce qu'il n'y avait pas de formation à l'époque. Mais le deuxième, ouais, c'était à cause des travaux. J'ai un mec qui a voulu essayer de m'arnaquer. Enfin, vraiment, tant que je donnais pas l'argent, en fait, les travaux n'avançaient pas du tout. C'était un mec qui gérait soi-disant tous les travaux. Mais bon, très vite, je me suis rendu compte que j'ai fait énormément d'erreurs en le choisissant. Et en gros, il m'a mis 30 000 € dans la vue. Et le problème, c'est que 30 000 €, c'est tout ce que j'avais sur mes comptes bancaires. J'avais vraiment rien d'autre. Une fois que je l'avais payé, je pouvais plus payer le crédit, quoi. Donc c'était chaud. Donc je lui ai demandé justement de payer en plusieurs fois. Heureusement qu'il a accepté. De toute façon, il avait pas le choix. Tant que t'avais pas de locataire, je suppose. Oui, c'est ça. Oui, c'était un immeuble de 5 appartements et puis le temps de tout louer et tout ça. Enfin voilà, il fallait déjà terminer les travaux, quoi. Ok. Et donc, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, tu l'as payé et il a pas fait les travaux ou qu'est-ce qu'il a fait? Alors en fait, je pense qu'il devait se financer par rapport aux travaux d'autres personnes, un truc comme ça. Il faisait appel à des tâcherons. Donc un exemple tout simple que je reprends souvent, c'est qu'en fait, il avait par exemple appelé un plombier. C'est que ce plombier, il m'avait une fois qu'ils avaient fait les tranchées,
l'évacuation des WC, tu vois, c'est un tuyau, je crois, c'est en 80 trucs comme ça que tu dois mettre. Lui, il avait mis un tuyau, je sais plus, c'était en 20 ou un truc comme ça. C'était les tuyaux que tu mets juste pour l'évier. Quand j'ai vu ça, alors surtout que mon père est plombier, Ok. le mec on est rentré, je dis tu peux sortir du bâtiment. Le mec il savait même pas que j'étais le propriétaire. Et au final, je lui dis non, t'étais viré en fait. Toi, tu sors de mon bâtiment et tu reviens plus jamais. Et j'ai appelé le mec, je dis non, là, les mecs, tu me les vires. Et en fait, il appelait des mecs au hasard, il les faisait travailler et, pour les avoir un peu moins cher. Et voilà. Et au final, en gros, les devis, c'était 50 000 euros et la facture, 80, voilà, de la merde. Heureusement que mon père était plombier parce qu'on a pu reprendre vraiment beaucoup de choses, quoi. Et au final, ces mecs-là ont fait faillite, je crois, 6 Et mois. après, t'as trouvé un autre artisan que t'as payé. Non, j'ai quand même réussi à terminer les travaux avec eux. Je suis juste repassé sur un des appartements pour refaire un truc une fois que le locataire était parti, mais sinon, mais une fois que c'était terminé, que c'était bouclé, je sais que les mecs entre eux, les associés, s'étaient embrouillés. Il y a même une clé que j'ai même pas pu récupérer de l'appartement. Enfin voilà, une sale histoire. Alors déjà, quand t'as plus d'argent, t'es pas bien, mais si en plus les mecs ils veulent plus te répondre parce qu'ils se sont embrouillés entre eux, super quoi. Mais bon, au final, j'ai eu plus de 1000 euros de cash flow sur ce bien, donc bon, je m'en sors quand même bien. Ok. Et ça, c'était déjà ton deuxième bien. Et le premier bien, il générait. Tu veux dire combien ou... Ouais, oui, le premier immeuble. bien, premier immeuble. Alors là, le souci c'était de l'inverse, c'est que j'ai fait beaucoup de travaux moi-même. Donc dès que je quittais l'armée, en fait, mes week-ends, je les ai passés à faire les travaux. Donc ça, c'était la super idée de mon père. Il dit attends, je sais faire les travaux, on va les faire ensemble. Donc autrement dit, j'avais plus de week-end. Pendant que mes potes partaient au feria, moi je devais bosser un peu plus. Tu t'es embrouillé avec ton père. Alors je me suis pas embrouillé avec mon père, jamais heureusement, parce que voilà, il me laissait faire. Mais j'ai perdu quand même 3 années où c'était chaud, je pouvais pas réinvestir parce que j'avais pas de loyer quoi. Il faut dire qu'à l'époque je gagnais 1210 euros par mois et mon crédit était de 876 euros. Et quand t'as pas de loyer, c'est chaud quoi. 400 euros pour vivre, c'est difficile. Ah ouais. Ça m'étonne aussi que la banque m'ait suivi d'ailleurs pour ça, mais bon, tant mieux. Ouais, parce que là, c'était pas du 35% d'endettement, là. On a vite fait le calcul. Non, je te dis qu'à 90%, c'est chaud. Ah oui, c'est ça. Ouais. Mais bon, les taux étaient donc, t'as mis beaucoup plus 3 ans à faire. Ouais, à faire les 3 travaux. ans à faire cet immeuble, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, je fais pas de travaux après parce que je suis pas sur place, mais c'est vrai qu'on voit très vite rien que même si tu fais tous les week-ends, en fait, t'as 5 jours sur 7 que tu bosses dans le vent, entre guillemets, quoi. Ouais. Enfin, donc, c'est sûr que vaut mieux les faire et puis bon, chacun ses talents. Okay. Ouais. Mais d'ailleurs, t'es pas embêté, toi, les copropriétés, tout ce que tu dois avoir. Ouais, les copros. Ouais, moi, j'achète que des appartes. En fait, j'ai les appartes que j'ai dans des petites copros. C'est là où j'ai des problèmes. En fait, jusqu'à ce qu'il y ait avant qu'il y ait les lois DPE, là. Ouais. C'était un peu, alors ça dépend, je pense, des villes et tout, mais nous, c'était vraiment les appartes les plus recherchés. C'était en fait, comme les immeubles de rapport que les gens ils achètent, quoi. C'est un immeuble de, je sais pas, 4 étages. T'as une chaudière individuelle au gaz par appart. T'as très peu de charges. T'as un syndic bénévole. Et donc ça, c'était vraiment les appartements qui avaient la cote. Bon, il s'avère que maintenant, souvent t'as des planchers en bois. C'est pas super bien isolé et tout. Et en fait, dans ces copros, j'ai des problèmes et je pense que là, tôt ou tard, je vais vendre tous les apparts que j'ai là-dedans. Et en fait, les gros, moi, j'ai pas mal d'apparts dans des grosses copros gérées par des pompes, des pompes Afrique, genre Next City, où j'ai des actions Next City ou Foncia. Ouais. Je me suis dit, vu ce que je paye Next City, je suis sûr que ça crache de l'argent, donc je vais acheter un peu des actions. C'est sûr. Et bon, là, c'est vrai que... Et alors, Foncia, je vais vous raconter, tiens. Il s'avère que je connais dans toute l'Alsace une seule Claire d'huissier en activité. Et elle m'envoie un message l'autre jour. Ouais, Thibaut, on est en train de faire alors je sais pas comment ça s'appelle, un commandement de payer ou un truc comme ça par rapport à une de tes sociétés, de tes SCI. Je dis, putain, c'est quoi ce bordel? Alors, c'est un appart que j'ai acheté. En fait, c'est mon associé qui gère toutes les copros, donc c'est peut-être pour ça que moi, ça me va très bien. Et en fait, donc nous, il s'avère que en fait, le siège de la SC que j'ai avec mon associé, c'est un appartement dans lequel on va pas souvent.
Et alors, on avait dit à Foncia, écoutez, nous, on va pas se fondre dans cet appartement, envoyez-nous tout pour nous, on fait tout prélever auto, hein, parce que forcément, voilà, dès que t'as plus que 5 ou 10 biens, voilà, ça devient complètement ingérable. Et on dit, donnez-nous alors qu'on a déjà des autres apports chez Foncia, on leur dit, envoyez-nous les codes pour nous connecter et avoir le prélèvement. Les gars, ils nous disent oui, on va vous les envoyer dans quelques semaines. Et on dit bien, nous, on n'est pas dans l'appartement où il y a le siège, quoi. Et là, on a acheté, c'était fin décembre. Et là, ça fait quoi? Enfin, 2-3 semaines là en juillet. Ma pote là qui est Claire Ducier, complètement par hasard, elle me dit ouais écoute, on a un truc de Foncia là, vous devez payer les charges. C'est vrai que nous on a acheté plusieurs biens en même temps. Et putain, pour 6 mois, les gars ils nous envoient l'huissier. On a toutes les traces par mail, on leur a demandé, et mon associé il a passé au moins 10 heures au téléphone à essayer d'avoir quelqu'un pour qu'on paye ces putains de charges. Et il arrive pas. Et ça raccroche tout seul, et t'es en attente. Et ils disent, c'est de 9h à 11h, mais t'appelles à 9h20, c'est toujours encore la même messagerie. Et franchement, on est en train de devenir fou. Et l'autre fois, il arrive à avoir quelqu'un. J'aurais dit, oui, je reviens de congé mat. Il lui renvoie dans la journée un mail, absence pour durée indéfinie, suite à mon congé mat ou je sais pas quoi. On appelle, du coup, on tombe sur quelqu'un d'autre, on lui dit oui, c'est elle qui s'occupe. Ah, c'est elle, attendez, je vous la transmets et tout. Enfin, franchement, le serpent qui se mord la queue. T'as juste envie de faire le siège devant l'agence, quoi. Et puis, voilà. Nous, et surtout quand t'as l'huissier et tout ça, tu peux régler le problème, t'as l'argent, mais tu peux rien faire. J'ai déjà eu le souci aussi, c'est une horreur. Tu sais pas à qui payer. Donc, c'est ça. Donc voilà. C'est les joies des copros. Par contre, c'est vrai que, nous, après, chacun son objectif. Nous, on essaie vraiment d'acheter le plus d'appart possible. Donc, pour l'instant, on n'est pas à chercher 50 € par mois à économiser. Parce que c'est vrai que déjà, rien que si t'as 10 lots, 50 €, ça fait comme 500 € par mois. Mais nous, on est plutôt dans l'empilement. Et puis après, on verra. Donc, chacun sa stratégie. Puis, il y en a qui nous ont quand même rendu des services. Et après, les AG et tout, souvent, j'y vais pas. Dans les grosses copros, je lis vite fait les PV. De toute façon, ils font ce qu'il y a à faire. Et dans les petites, je suis obligé d'y aller. Et parfois, j'en ai 3 dans l'année sur le même immeuble parce qu'il y a un mec qui veut pas payer et tout. Donc, les immeubles, ça a des gros avantages. Ça a des inconvénients. Je ferai un jour un épisode de podcast sur pourquoi j'ai pas d'immeuble. Et la raison principale, j'en ai déjà parlé, c'est que dans les régions où j'investis, un immeuble de 4 appartements, ça vaut le prix de 5 appartements à la pièce. Je veux dire, si tu achètes 100 000 € un appart, un immeuble de 4 apparts, ça vaut 500 000 €. Plus cher. Parce que t'as des Parisiens, alors on vous embrasse, mais nous, quand on dit Parisien en province, ça veut dire le mec qui est prêt à payer trop cher. C'est comme quand vous dites un Japonais à Paris. Nous, c'est pareil. Donc, en fait, c'est pas les mêmes marchés, tu vois. C'est pas les mêmes marchés. Quand t'achètes des apparts seuls, t'es en concurrence avec les locaux. Et quand t'achètes des immeubles, t'es en concurrence avec des gars qui s'en foutent d'avoir 5-6% de renta. Donc voilà. Moi, je le vois. Je le vois ici, de toute façon. Moi, personnellement, personnellement, moi, c'est pareil. Alors moi, à l'inverse, j'investis que sur des immeubles. Et par contre, dès que je tombe, alors nous, c'est soit un Anglais, parce qu'il y a beaucoup d'Anglais ici, soit un Parisien ou un Bordelais, ils achètent des biens, mais 3 fois trop cher. Un jour, je vais voir une agence, je fais une offre à 50 000 € pour un immeuble. L'agence, elle me dit, ah oui, non, mais c'est exactement ce qu'on a calculé. Et le mec, il dit, il veut pas en démorte, il veut vendre ça 180 000 €. Eh bien, il a vendu, je crois que c'était un Parisien. Il a jamais visité le bien. Il a dit, c'est bon, j'achète. Ouais, il fallait que le mec, il y mette son argent quelque part et voilà. Donc là, tu peux rien faire. Ouais, nous, on en a eu pas mal. Moi, j'ai un peu bougé en Europe et tout. Et quand il y avait eu le Brexit, les Anglais, ils rachetaient sans visiter, dans des villes genre à Munich et tout. Les mecs, ils appelaient. Ça me donne pas. J'ai pas le temps. Et puis tu vends un appart à Londres à, je sais pas, à 30 000 balles le mètre carré. Bon, voilà. T'as des studios ici. Voilà. Chacun. Mon père, il m'a dit une fois, dans la vie, il y aura toujours plus riche que toi. Et donc, ça, c'est une leçon qu'il faut bien comprendre. Pareil, quand t'as des gars qui payent cash, des biens et tout, ça m'arrive, ça m'arrive au moins deux fois cette année, des biens que je voulais payer au prix,
ils me sont passés sous le nez par des gars qui payaient cash. Ouais. Donc voilà. Ok, première faillite. Ensuite, après les 2 immeubles, donc tu as continué. Tout ça, c'est pendant l'armée. Ouais. Tes achats, Alors, je pense. Ouais, c'est ça, tout ça en parallèle de l'armée. Donc à la base, j'avais pas vraiment d'objectif. J'ai vu que dès que j'ai fini mon premier immeuble, en fait, j'ai vu que je gagnais plus d'argent que ce que j'avais de loyer. Donc je me suis dit, mais attends, est-ce que je peux continuer? C'est là que j'ai découvert en fait Cédric Canissette et tout, qui commençait tout juste les toutes premières formations. Et à ce moment-là, je crois qu'il y avait, j'étais envoyé parmi la première vague aux attentats de Paris. Donc, je faisais partie des premiers militaires qui étaient envoyés là-bas. Et là, je me suis rendu compte que je restais fixé à un endroit, à rien faire. Je me suis dit, ah ouais, mais ça a plus aucun sens en fait mon boulot. Et là, c'est là où je découvre en même temps Cédric Canissette. Donc à l'époque, je crois que c'était QLR 3.0. Je crois qu'il avait déjà fait le 2.0. Et moi, je le découvre au monde du 3.0. Je commence à me former et c'est lui qui m'apprend en fait qu'on peut continuer à investir en illimité. Alors à ce moment-là, je crois que j'avais au moins 2 immeubles minimum. Et quand j'apprends ça, je me dis ok, bon, mais c'est bon, je vais quitter l'armée, je vais continuer à investir. Et dès que j'aurai quitté l'armée, c'est bon, je serai libre. Et puis c'est ce que j'ai fait. Ok, donc ça c'était quoi, 2015 à peu près? Ouais, je sais plus. Alors je sais plus les dates, mais je crois que c'est à peu près ça. Voyons, en 2014, je suis parti au combat. Je crois que c'est arrivé juste après. Ouais, c'est 2015 ou 2016. Enfin, c'était parmi je fais partie des tout premiers militaires, en fait, qui sont arrivés sur Paris. On était débarqués, ils nous ont dit, OK, là, vous avez plus de week-end, faites vos bagages, vous partez, et puis hop. C'était, je crois, dans les 48 heures, on était sur place, on dormait dans les synagogues, des trucs comme ça, et voilà. Ok. Ouais, c'est sûr que puis après, c'est souvent des réservistes, hein, je crois, qui gardent les gares et tout, les trucs comme ça. Enfin, alors, en ce moment, oui, mais au début, on n'en avait pas. Ouais, c'est qu'au début, en fait, on avait, par contre, on n'avait pas beaucoup de réservistes. Donc, du coup, moi, en fin de carrière, on formait beaucoup de réservistes en cas de problème. Et on en a formé tellement qu'on sait que dès qu'il y a un problème, hop, on peut en déployer partout en France, vu qu'on n'avait pas assez de militaires de carrière qui restaient. Moi, je sais qu'ils voulaient me garder à l'armée. Le jour de mon départ à l'armée, mon contrat se terminait à 17h30 et le matin, à 7h du matin, ils m'ont dit, écoute, même si tu nous dis à 16h que tu veux te réengager jusqu'à ta retraite, en 1 heure, ton contrat, on te le met et tu le signes. Donc, je pouvais vraiment me réengager autant de temps que je voulais, quoi. Ok. Très intéressant. Et comment tu as continué alors? C'était en nom propre que tu avais ces immeubles? Alors oui, c'était tout en nom propre, surtout au début. Tu faisais du meublé dedans? Du déficit? Alors je faisais meublé, non meublé. Alors je payais plus d'impôts avant d'avoir de l'immobilier qu'après. Je payais, je crois, 400 € d'impôts par an, et le jour où je me suis mis à acheter de l'immobilier, je payais plus d'impôts. Je trouvais que c'était génial parce qu'au final, j'ai gagné plus que le colonel qui se trouvait dans le régiment, et sauf que moi, je payais pas d'impôts. C'était ça la différence entre lui et moi. Donc, je trouvais ça vraiment, c'était très sympa. Et puis après, je suis passé en société une fois que j'ai quitté l'armée. Alors, je pouvais passer en société pendant que j'étais militaire, mais j'étais assimilé fonctionnaire. Donc, t'as pas le droit d'être à plus de 30% dans ta société si tu es fonctionnaire officiellement. Donc, il te faut juste que ton chef de corps te signe un papier en disant c'est bon, tu as le droit d'être dans cette société et de travailler dedans. Mais bon, je vais pas m'embêter avec ça, j'en ai pas besoin, donc voilà. Ok. Et là, maintenant, t'as des associés? Ouais. C'est grâce à eux que tu as pu continuer tu t'es associé par rapport à l'endettement, ou tu t'es associé pour d'autres raisons? Alors déjà, de base, je savais que je voulais m'associer avec ces mecs-là, parce que quand je les ai rencontrés, je me dis ok, ils sont exactement câblés comme moi. Donc un jour, pour déconner, je crois que c'était au séminaire, on s'est serré la main. J'ai dit vas-y, on fait une photo, je te serre la main, c'est pour notre association. Ils savaient même pas de quoi je parlais à l'époque. Il me dit d'accord. Et puis quelques jours plus tard, il me dit de quoi tu me parlais et tout ça. Et puis finalement, on s'est associés. On a failli faire faillite ensemble pour la première association. Donc ça, c'était là, j'étais encore à l'armée. Voilà. C'était le fameux théâtre que j'ai failli acheter. Donc c'était juste avant le Covid. Donc pareil, un théâtre qui était centre-ville d'Avignon, un peu plus d'1 million. Donc on a monté un super projet, tout ça. Enfin, on avait plus de 10% de rentabilité et le théâtre faisait plus d'1 million. Donc déjà, je vous laisse calculer. Niveau chiffre d'affaires et même cash flow, on était pas mal.
Et le petit souci, c'est que le jour où il fallait acheter, on n'avait pas encore négocié le bien, que le Covid est arrivé. Donc tout de suite, les vendeurs nous appellent, nous disent écoutez, on vous baisse le prix de 100 000 euros. Du coup, on a fait un petit tampon, on a dit on va attendre un peu. On est parti en confinement et puis ça a duré, et puis on s'est dit bon, tant pis, on n'achète pas. Ok, et un théâtre, c'est comment ça se passe? Les revenus du théâtre, c'était sur base des ventes des billets? C'était sur. Oui, en fait, c'était des tranches horaires. En fait, tu vendais une tranche horaire aux compagnies de spectacles qui venaient. Et donc en fait, ça je sais que il y a très peu de personnes qui font ça. C'est vraiment une niche. Et ceux qui sont dedans, vu qu'ils s'y connaissent, ils restent vraiment dedans. Donc il faut savoir que l'un de mes associés est intermittent du spectacle. Donc en fait, il connaissait exactement tout le fonctionnement des théâtres. Donc c'est l'un des avantages qu'on avait. Et donc au final, donc on pouvait rajouter une tranche horaire et à l'étage, on avait les propriétaires qui vivaient là-haut. Nous, vu qu'on n'avait pas besoin de vivre là-haut, en fait, on pouvait louer ça aux compagnies de théâtre qui se trouvaient à l'étage. Ce qui fait que les compagnies, quand elles arrivent à Avignon, je sais qu'il y a des mecs qui dorment carrément sous des escaliers parce qu'ils trouvent pas de logement. Et nous, en fait, on pouvait vendre carrément à toute la compagnie le théâtre avec au-dessus le logement. Donc en fait, on avait un avantage concurrentiel sur tous les gens qui étaient tous les autres théâtres qui se trouvaient sur Avignon. Ok, ouais. Très intéressant. Et tu touches des subventions aussi? C'était prévu ça dans votre business? Alors non, on n'avait rien prévu. C'est les compagnies de théâtre qui touchent. Non, c'est les compagnies de théâtre. Le gros du chiffre, en fait, on le faisait pendant le Festival d'Avignon, où vraiment c'est là où ça ramène le plus de cash. On pouvait en plus rajouter un bar parce qu'on sait que les propriétaires vendaient du punch à l'entrée. Donc ça, c'était un petit truc. Le comptable a dit bon, vous pouvez le faire, mais bon, vous m'en parlez pas trop. Je dis ok, d'accord. Et après, tout le reste du temps, on pouvait louer en colocation pendant 9 mois l'étage où on avait prévu déjà faire coloc avec billard et tout. Enfin, l'appartement était vraiment au-dessus du théâtre, donc il faisait toute la superficie. Donc en fait, il y avait vraiment de quoi exploiter pour beaucoup de personnes, quoi. Et voilà, c'était un projet à plus d'1 million d'euros. Donc c'est sûr que quand tu compares à tes 1 200 euros de solde. Ouais, c'est ça. C'est tout de suite une autre échelle, quoi. Ouais, c'est sûr. Et donc, ok. Et donc, tu voulais t'associer bon, déjà, tu avais les compétences de l'intermittent et aussi, pour faire plus gros, du coup, je pense, et en termes de gestion et de levée de fonds, quoi. Ouais, c'est surtout pour avoir d'autres personnes qui gèrent, surtout que mon associé était prêt carrément à déménager sur Avignon s'il fallait pour le gérer. Lui, il était tombé complètement amoureux de la ville, donc il a dit non, il n'y a pas de souci, moi je me déplace et tout, il y a aucun souci. Donc voilà, il était vraiment prêt à faire tout ce qu'il fallait. Mais bon, au final, je pense qu'on a quand même bien fait de pas l'acheter parce que là, on aurait eu 1 million en vue sur les comptes, ça peut faire mal, quoi. Ouais, c'est sûr qu'1 million quand t'as pas de rentrée, ça peut vite être compliqué. Mais c'est vrai que quand t'es intermittent du spectacle, j'ai jamais eu d'intermittent, j'en connais de loin ou deux. T'as du temps, donc il aurait pu. C'est des chômeurs professionnels au final. Enfin, moi, j'avais encore mon statut de militaire. Donc c'est des chômeurs professionnels. Je n'osais pas employer le terme, mais. Mais moi, le mien, il s'invente. Il me dit, moi, tous les 28 du mois, je sais qu'il faut s'actualiser. Du coup, ça me fait marrer. Parce que la banque finance quand même et dit, ok, vous êtes des chômeurs, il n'y a aucun souci. Je dis, ok. Ouais. Alors, en fait, j'avais un pote, il travaillait sur une chaîne de télé alsacienne, hein, donc c'était pas la plus écoutée. Puis un jour, il a dit, il était un peu artiste comme ça. Il disait, je veux passer à mi-temps. Et son, patron, quoi, lui a dit, ok, tu me trouves un mec. En plus, il était pas vraiment artiste, il travaillait genre dans le montage vidéo et tout. Il me dit, tu trouves un mec qui fait le même boulot que toi à mi-temps. Et en fait, les deux, ils avaient le statut d'intermittent. Et du jour au lendemain, mon pote, il a travaillé 2 fois moins pour la même paye. Comme ça et tout, qui me raconte aussi mon associé, c'est un truc de fou. Tout ce qu'ils peuvent faire et toutes les aides qu'il y a, on n'imagine pas. Voilà, c'est un secteur très particulier. Après, on est très content d'avoir de la culture en France, hein, des spectacles, un beau festival d'Avignon. Et comment, juridiquement, vous êtes organisés, tes associés et toi? Alors, on a chacun nos sociétés. Donc, moi, j'ai ma société, du coup, Lock Invest. Donc, c'est le même nom que le podcast, pardon. Donc, si vous allez me retrouver, vous allez très vite trouver sur Internet qui je suis.
Et de l'autre côté, en fait, eux, ils avaient, mes associés ont leur SCI. Et donc, leur SCI plus ma société de ma SAS, on a une SCI en commun. Donc, avec celle-là, on gère tous les biens qui se trouvent du coup dans le sud-ouest chez moi. Donc, j'ai 50% de la société parce que c'est moi qui suis le gestionnaire. Et eux, ils ont 25%. Et pour les biens que l'on gère que sur Paris, donc là, on est en train de se positionner encore, c'est eux du coup qui le gèrent. Donc, moi, je possède que 25% de la société. Voilà, et eux, ils ont le reste des parts. Ok. Donc toi, en fait, tu es associé à 50% dans la SCI via, c'est quoi, une SAS ou un truc comme ça que tu as? Ouais, une SAS, c'est ça. C'est ça, via la SAS Lock Invest, moi j'ai 50% des parts. Et l'autre SCI, je possède que 25% des parts pour tout ce qui concerne les investissements sur Paris. Ok. Et pour lever de la dette, c'est facile, parce que c'est vrai que moi, j'ai mon associé, c'est un très bon ami à moi. On a eu un mal fou. Alors bon, moi, je suis non-résident aussi, c'est ça qui a compliqué les choses, mais on a eu beaucoup de mal à trouver des banques pour nous suivre. Et souvent, l'argument, c'était qu'on n'était pas en couple ou de la même famille. Ouais, alors à deux, tu peux mentir, tu peux dire que t'es en couple, mais à trois, ça commence à être compliqué. À trois, c'est dur. Nous, ça a été super facile parce qu'en fait, on a trouvé. Alors déjà, moi, je connaissais pas mal de choses déjà d'avance. Alors lui, en tant qu'intermittent du spectacle, déjà, il avait déjà essayé de se faire financer une dizaine de fois sur une dizaine de biens. Impossible de trouver le financement. Et pareil pour l'autre associé. Donc je lui dis, écoute, je vais te dire quoi faire et tu vas t'associer avec moi une fois que, et là je te dis, on va réussir à se faire financer. Bon, là je vais vous donner une astuce qui va pouvoir vous aider, surtout si vous êtes intermittent du spectacle. Il faut savoir que mes deux associés, pour économiser sur Paris, ils étaient tous les deux en colocation, mais ils étaient propriétaires de cette colocation sur Paris. Ça faisait 10 ans qu'ils payaient. Du coup, je leur ai dit, OK, vous créez une SCI tous les deux, vous rachetez votre bien en SCI et vous vous mettez locataire de votre résidence principale. Ils ont récupéré chacun 100 000 euros sur le compte de plus-value, vu que c'était la résidence principale, aucun impôt. Et à partir de là, alors là, toutes les banques leur ont ouvert les portes. Et là, mon pote, du coup, il m'a dit, vas-y, on investit avec toi, tu nous as aidés et tout. Là, les banques nous ouvrent. Moi, je te trouve la banque, on la connaît, tout ça. Vu que son père était aussi directeur d'agence, je crois qu'il a formé l'actuel directeur d'agence avec qui on investit. Donc, en fait, moi, je suis complètement dans le sud. Eux, ils sont complètement à Paris, du coup, dans le nord. Et on a trouvé une banque en plein centre de la France qui n'a pas beaucoup de clients. Du coup, il faut qu'elle fasse des financements et nous on se retrouve là et cette banque en fait elle nous ouvre leurs portes et pour dire là je me suis positionné là il y a un mois sur un immeuble, j'ai pas signé de compromis, j'ai rien signé encore, j'ai juste envoyé mon dossier bancaire, juste une feuille A4. Et en 30 minutes au téléphone, le directeur nous a dit « Ok, c'est bon, on vous finance. » Voilà. Et on sait qu'on est financé. Maintenant, on arrive à obtenir les financements en 30 minutes chrono. On sait que c'est bouclé. Et encore, je dis 30 minutes, on parle de tout et de rien, quoi. Parfois, on parlait de Koh-Lanta, quoi. Ok, top. Donc, pour expliquer, les deux, ils sont en couple, les deux associés? Non, alors ils sont pas du tout en couple. Ils habitaient les deux. Ils habitaient ensemble. Okay. Ils avaient acheté à deux. Ouais, ils avaient acheté à deux. À la base, ils étaient colocataires. En fait, c'était deux meilleurs potes d'enfance. Ils sont mis colocataires, donc locataires dans le même appartement. Puis le propriétaire leur a vendu l'appartement. Et 10 ans plus tard, vu qu'ils étaient propriétaires, on a racheté. Enfin, eux, ils ont racheté leur propre bien. Donc là, ils sont locataires de leur résidence principale. Mais bon, ils ont récupéré chacun 100 000 euros dessus, quoi. Au bout de 10 ans, évidemment, ils pouvaient faire une plus-value. Ok. Et il n'y avait pas d'autres colocataires. Il y avait que eux deux. Ouais, il y avait que eux deux, oui. Ok. Et donc ils ont trouvé une banque. Voilà. Ça existe. Ouais, j'en ai déjà. Je l'ai jamais fait, mais j'ai déjà entendu parler du montage. Alors parfois on dit si c'est que fiscal, ça peut être problématique, mais en tout cas là on voit bien l'intérêt. Ouais. Donc ils ont trouvé une banque pour leur acheter au prix du marché actuel leurs biens. C'est en fait un refinancement. Ouais, en gros ils recommençaient leur crédit. Là ils ont à 25 ans, quoi. Donc, entre-temps, les taux, ils avaient peut-être baissé et tout en plus. Donc, ils étaient au plus bas. Et après, ils avaient du cash. Ouais. Et avec ce cash, c'est pour ça c'est le cash qui a fait qu'on leur prête, tu penses? Ah oui, c'est sûr à 100%.
impossible de se faire financer. Puis là, du jour au lendemain, il dit OK, on vous finance ce que vous voulez. Donc en fait, je conseille pas forcément de racheter sa résidence principale dans une SCI, mais si vous êtes bloqué, vous êtes au pied du mur, nous la seule solution qu'on avait c'était ça. Donc et là, ça vaut le coup parce que du coup, on est en train d'enchaîner les immeubles. Rien que cette année, on en a acheté 2, donc plus ce qu'il y a sur Paris. Donc les appartements sur Paris, ça vaut un immeuble chez moi, donc ça valait vraiment le coup de le faire. Donc, sinon, si ça fonctionne pas, vendre sa RP et puis en racheter une autre moins chère. Oui, voilà. Petite. Mais après, parce que l'avantage, c'est que tu restais dans la même, quoi. Oui, c'est ça. Parce que quand tu rachètes en SCI, tu payes les frais de notaire comme ça. Mais voilà, le problème, c'est qu'il faut repayer les frais de notaire. Mais bon, là, quand ils ont tout récupéré sur la plus-value, étant donné que c'était il y a 10 ans sur Paris qu'ils ont acheté, avec la culbute qu'ils ont fait, la plus-value, ça remboursait largement tous les frais et tout. Puis bon, il faut voir surtout le tableau dans l'ensemble. Quand soit, en fait, ils restaient comme ça, ils attendaient 10 ans qu'ils soient remboursés, soit ils pouvaient racheter tout de suite après avoir fait ça. Donc, même le banquier, il lui a dit, c'est vraiment pas bête ce que vous faites et tout. Donc, super intéressant. Puis ça peut être un bon plan aussi pour avoir les plus-values, mais maintenant avec le LMP, là, si tu veux sortir du LMP, peut-être que c'est une bonne stratégie qui est envisageable. Après, c'est du LMP, là, forcément, t'auras les impôts. Puis les taux ont remonté, donc c'est pas forcément intéressant. Ouais, là, en ce moment, les taux. J'ai regardé aujourd'hui, là, donc là, on est en août. J'ai fait un emprunt en mai encore à 1,15 là. Et franchement, j'avais pas négocié le taux. 1,15 sur 18 ans. Et là, ouais. Mais c'est un nom propre ou en société? Là, on arrive. Alors celui-là, c'était un en nom propre. C'était un en nom propre, ouais. Après, ceux que j'ai je saurais même pas. En fait, moi, je regarde même pas les taux. Donc, j'ai fait 4 prêts là en 2022. Je regarde pas les taux. Je crois qu'il y en a un en début 2022, je l'ai eu à 1% sur ma SCI. Mais je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr du tout. Ouais, surtout qu'en société, les taux sont plus élevés qu'en nom propre. Là, ce que je suis en train de faire, il est à 2,3. Et du coup, ils nous disent, faites-le maintenant, on l'a verrouillé pour avant septembre. Moi, c'est les frais bancaires, je paye 700 €. Ouais, il y a un petit peu de latence. Je vois qu'il y a de la latence. Des fois, ça coupe et tout. Donc. Moi, c'est les frais bancaires. J'ai environ 700 ou 800 € souvent quand je suis en société. Bon, moi, la banque, tant qu'elle me suit, les gars, vous pouvez me mettre 2000 € si vous voulez, je les paierai. Ouais, c'est pareil. De toute façon, il y a deux types de profils. Il y a ceux qui ont besoin du cash flow et ceux qui n'ont pas besoin du cash flow. Donc, ceux qui n'en ont pas besoin, comme nous, on peut se faire financer, donc tant mieux. Et moi, il y a quelques années, jamais j'aurais pu acheter les biens actuellement parce que j'avais besoin du cash flow pour vivre. Maintenant que j'en ai plus besoin, je peux les enchaîner, quoi. Ok, top. Et t'as des biens en nom propre parce que comment donc là, t'as dit tu vis que de l'immobilier. Ah, tu vis des premiers immeubles en fait. Oui, c'est ça en fait. Les premiers immeubles. En fait, j'utilise seulement ce que j'ai en nom propre pour vivre et tout ce que je passe en société, j'utilise pour faire grossir à côté. En fait, j'ai pas du tout besoin de l'argent qui se trouve dans la société. Donc, j'utilise ça pour faire grossir tout à côté. Et le jour où on revendra et tout ça, c'est là où on pourra récupérer le cash et tout ça. Mais tu auras la lampe avec Cédric Anissette. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. J'organiserai des séminaires. Ok, super intéressant. Et je vais juste revenir donc sur l'association. Tu as dit que toi, tu as 50% et tes deux associés, ils ont 25%. Je pense que vous avez quand même signé, par rapport à la dette, vous êtes solidaire de la dette, vous avez dû signer alors quand tu comptes. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, on est solidaire de la dette. Finalement, la dette, on l'a contractée directement dans la SCI. Donc, c'est la SCI qui a une dette, mais on est tous solidaires par rapport à ça. Mais avec tout le cash qu'on a récupéré, à chaque fois, on peut acheter des bâtiments cash. Enfin, dès qu'on dit ça au banquier, on dit, regardez, on a assez d'argent pour tout payer cash. Donc, tout de suite, on est financé et ils regardent même plus, quoi. Puis, j'ai mon associé qui a tendance à se faire des potes, on va dire, très rapidement. Donc, même le directeur de la banque, c'est devenu très vite son ami, quoi. Je sais pas, il est très bon pour ça. Ok, c'est tant mieux. Et donc, le jour où
là, t'es 50%. Enfin, voilà, c'est un jour si vous liquidez. Là, pour l'instant, vous versez pas de dividendes, vous versez pas de rémunération. Puis si un jour vous liquidez la société ou vous vendez, là, ce sera 50% pour toi. Donc, loyer plus plus-value et 25% pour chacun d'entre eux. C'est comme ça que vous faites. Ouais, c'est ça, ouais. Après, on sait pas encore vraiment quand est-ce qu'on va vendre ou quoi. C'est vrai qu'on m'a... Mais peut-être à long terme. On m'a déjà proposé... Ouais, excuse-moi. Vas-y, termine. Je pense que ça arrive un peu à tous les investisseurs immo. Ouais, je pense que ça arrive un peu à tous les investisseurs immobiliers, surtout quand t'as passé 30 ans, t'as tout le monde qui te dit ouais, bah, si tu veux, on s'associe et tout. Sauf que t'as beaucoup de gens qui connaissent pas le milieu. Et bah, moi, je vais pas prendre que la moitié des parts si je m'associe avec quelqu'un et que je dois tout me taper. Donc c'est vrai que c'est une bonne option, enfin en tout cas une option qui a le mérite d'exister, celle que t'as appliquée. Et c'est vrai que à partir du moment où tout se rembourse tout seul et tout, ben voilà, c'est juste le jour où tu sors, tu prends une plus grosse partie. Ça semble pas mal. Ouais, c'est ça. Puis si un jour on se sépare, je pense qu'en fait, et à Paris, vous voulez acheter des immeubles aussi? Non, alors à Paris, je sais qu'il y a un délai de latence parce que j'entends que je sais que tu montes un peu plus tard. Alors, je finis sur Paris. Non, sur Paris, on n'achète que des appartements parce que c'est l'équivalent des immeubles chez nous, mais on a dans un futur assez lointain de racheter toute une résidence. Parce que pareil, l'un de mes associés est le président de la copro, donc c'est le premier à connaître des biens qui seront en vente. Et on sait qu'on peut les avoir en dessous du prix du marché. Et c'est vrai que là, alors je vais faire peut-être en fait, nous, on aide des personnes à investir. Et là, depuis peu, on a une investisseuse de Paris. Et alors, ça va surprendre les gens, ce que je vais dire, hein, mais bon, moi aussi, j'ai pas mal été à l'étranger et tout. Je trouve que c'est pas si cher. Enfin, c'est moins cher que ce que je pensais. On compare par rapport à Londres comme ça, c'est sûr. Maintenant, ouais. Et même, tu vois, les villes de province, c'est vrai que bon, bah moi, je connais assez bien Strasbourg. À l'époque, je sais pas, enfin, j'ai l'impression, hein, peut-être que je me trompe, mais qu'il y a 10 ans, ça valait 5 fois plus cher à Paris. Et puis là, on est même plus à 50% de plus, quoi, sur les trucs. Après, ça dépend des quartiers et tout, c'est clair. Mais tu vois, dans le 15e, là, j'ai vu des trucs. Ça me paraissait pas si cher, tu vois, parce que, en fait, nous, on a beaucoup les provinciaux, surtout les femmes, elles ont pour ambition d'à moyen terme avoir un appart à Paris. C'est ça tu vois, nous, c'est la Lambeau, et elle, c'est l'appart à Paris. Et moi, pour moi, dans ma tête, c'était genre 400 000 euros, tu vois, qu'il fallait. Et en fait, non, à des petits, hein, mais à moins de 200 même, tu trouves des petits trucs. Ouais, mais après, avec l'encadrement des loyers. J'avais même un interviewé. Ouais, avec l'encadrement des loyers et tout ce qu'il y a, en fait, la France prend du retard par rapport aux autres pays. Donc, je pense que ça y fait beaucoup, le jet des loyers, enfin, des lois qui veulent passer comme ça. Et le fait que les locataires soient super protégés, ça fait que nous, on a un retard au niveau de l'immobilier, mais par rapport au reste du monde. Donc on va se faire bouffer par les étrangers tôt ou tard. Bah, c'est clair que le jour où t'as un mec qui vend, je sais pas moi, au fin fond de l'Angleterre, bon, je connais pas les prix, tu vois, mais si à un moment des villes de province d'Angleterre, d'Italie ou d'Allemagne, elles commencent à être plus chères que Paris, il va falloir un peu s'inquiéter. Mais bon, écoutez, voilà. En tout cas, ça reste une très belle ville, hein, sauf la gare de l'Est, hein, parce que moi, quand j'arrive, c'est via la gare de l'Est. Donc, c'est pas le plus bel endroit, mais sinon, ouais, c'est une très belle ville. Ok, top. Et à Paris, comment on achète à Paris? Je suppose que nous, on est sur des marchés super tendus déjà en province. Tes amis sont à Paris. Donc, soit tu achètes en off, je pense, soit en gros, tu arrêtes tout ce que tu fais ou tu es intermittent du spectacle. Ouais, c'est plus ou moins en off qu'on achète. Sur l'annonce. Mais vu que mon pote, il est président de la copro, donc il est tout de suite au courant. Et il connaît aussi le mec qui va refaire le Stade de France. Donc, au niveau des travaux, il a de bons prix. Et donc, s'il achète tout simplement 1 000 euros en dessous du prix du marché, un truc de 66 mètres carrés, il fait 66 000 euros de plus-value. Donc, ça, c'est une stratégie aussi qu'on va adopter. On en acheter plusieurs. On fait un report de prêt, puis après on en revend quelques-uns, et puis on va faire des culbutes de malades. Mais bon, tant que eux, ils gèrent ça, moi je veux pas gérer des appartements en copro, donc c'est eux qui le font, moi ça me va. Ouais, c'est ça, c'est vrai que quand on est à 10 000 euros le mètre carré, quand t'es en province à 1 000 euros le mètre carré,
t'achèteras pas 1000 euros ou 2000 euros, t'achèteras pas 1000 euros en dessous. C'est très, très peu probable. Quand tu es dans des villes à 10 000 euros le mètre carré, c'est sûr, oui. C'est beaucoup plus simple. Du coup, j'ai des questions sur la fin, sauf si tu voulais parler de tes investissements IMO. Encore ? Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Non, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Après, non, on a parlé des faillites que j'ai failli faire. J'ai réussi à éviter, on va dire, un post-traumatique grâce à l'immobilier. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui m'a aidé. Surtout, alors, pour faire bref... post-traumatique suite à l'armée ? Ouais, c'est ça. Alors, il faut savoir que pendant que j'étais engagé, on est parti à 25 en Centrafrique. Donc, on était juste un peloton de 25 qui faisait partie de mon régiment. Tout un escadron devait nous rejoindre. Dans l'escadron, c'est 100 personnes. Ils sont jamais venus. Et au final, quand on est revenu en France, sur les 25 qui sont partis, on est plus que 6 aujourd'hui psychologiquement normaux. Donc ça fait quand même beaucoup de dégâts. Tous les autres, en fait, ils ont fait pour la majorité un post-traumatique. Mais là où je vois la différence, c'est surtout que quand les mecs ils s'inquiétaient en fait de se faire tirer dessus et trucs comme ça, j'avais tellement de problèmes en France financièrement avec mes biens immobiliers qu'en fait j'étais pas du tout inquiet pour ça. En fait, je pensais vraiment qu'à la France et tout ça. Alors, dès qu'on avait un moment de libre, les mecs en fait leur cerveau, je voyais ça tournait un peu en rond et tout ça sur ce qui s'était passé. J'avais tellement de recul sur ça que moi je pensais vraiment qu'à la France et tout. Et je pense que c'est l'une des choses aussi qui a pu me sauver aussi au niveau du post-traumatique et du tout psychologiquement en fait. J'ai réussi à bien m'en sortir et à la fin derrière de l'armée, je m'occupais un peu de la torture psychologique des gens pour pouvoir faire en sorte à ce qu'eux ils ne fassent pas de post-traumatique à l'étranger. D'ailleurs, ça sert contre les locataires maintenant. Super intéressant, ouais. Et c'est sûr que l'armée, c'est pas. Quand on regarde ça de l'extérieur, on s'imagine pas qu'il y a des. Enfin, je sais pas si c'est des dysfonctionnements, je sais pas comment on peut dire, mais des choses. J'avais lu un livre là d'un gars du GIGN qui avait été envoyé au Mali, puis genre c'était pas officiel et tout. Les gars ils étaient à 6, ils ont dû exfiltrer des bagnoles et tout, enfin des trucs. T'as beau être. Ah oui, ça m'étonne pas. Il y a plein de trucs. 6 ou 10. Ouais. Il y a plein de trucs comme ça dont on parle pas. Guerre, voilà. Ouais. Ah oui, carrément. Ouais. Mais alors l'armée, on pense que c'est très physique, mais c'est surtout psychologique. Enfin, pour ma part, c'est peut-être parce que je suis un peu svelte, mais physiquement, j'arrive à suivre partout. Mais psychologiquement, je pense que c'est là où j'ai vu le plus grand nombre de mecs craquer. C'est surtout au niveau du psychologique. Il faut être câblé pour ça, ou si tu l'es pas, ben il faut. Alors j'avais préparé des questions. Il y en a une, tu as déjà répondu sans le vouloir. C'est qu'est-ce que tu voulais faire enfant ? Bah, investisseur IMO et aller dans l'armée, mais pas à 25 en Centrafrique. J'avais une question. J'ai des nouvelles questions. Hein. Attention, j'en ai cherché. Vas-y. Qu'est-ce que tu penses que les gens comprennent le moins dans ce que tu fais ? Premièrement, le fait que je cherche pas de boulot. Alors déjà, ma poule, elle comprend pas que je cherche pas d'emploi et tout ça. Elle comprend pas que des fois que, par exemple, aujourd'hui, quand elle s'est réveillée, moi j'étais complètement crevé. Du coup, quand elle s'est levée pour partir au boulot, elle a vu que je dormais. Quand elle est revenue, j'étais tellement crevé avec la chaleur que je dormais encore. Elle m'a dit, mais tu fais que ça de ta journée? Le truc qu'elle comprenne pas, c'est qu'elle croit que je travaille pas. Alors qu'en fait, je bosse énormément, mais pour avoir de l'argent, je bosse différemment. Donc, je pense que c'est le plus grand truc que les gens comprennent pas, c'est la façon de travailler. Je peux être 35 heures en train de faire ça, ok, puis hop, dès que... Comment tu gagnes de l'argent ? Ouais, c'est ça aussi. Ils comprennent pas forcément aussi comment je gagne ma vie. Pour la petite histoire, il y a pas longtemps, j'ai postulé à une petite société qui cherchait quelqu'un qui avait déjà une société pour faire des check-in, check-out. Et moi, en fait, je voulais y aller juste pour savoir quel logiciel ils utilisaient, ou même si c'était en tant que stagiaire, je voulais juste savoir en fait comment ça fonctionnait. Et donc elle croyait que je cherchais un emploi juste pour l'argent et tout ça, mais en fait c'était juste pour apprendre en fait leur mécanisme en fait des professionnels. Bon, au final, les mecs m'ont pas rappelé, et justement ma copine me dit mais tu ne vas pas les rappeler? Je dis ben non, s'ils m'ont pas rappelé, c'est qu'ils ont pas besoin de moi. Elle me dit ah ben on voit que toi t'es pas en recherche d'emploi quoi. Je dis ben non. Non, voilà, je pense que c'est le plus gros truc que les gens comprennent pas, c'est que on peut vivre différemment. On n'est pas obligé de faire avec aux heures travaillées quoi. C'est vrai que moi j'avais eu Nat sur le podcast, là, Nathalie. Elle a travaillé 3 mois chez un couvreur. Elle a travaillé aussi au rayon, je crois chez Leroy Merlin, au rayon, je sais plus quel rayon, mais chez Leroy Merlin. Tout ça juste pour apprendre en fait plus sur l'IMO quoi.
Ouais, c'est ça, ouais, c'est bien. C'est la joie des revenus passifs, quoi. Ouais. Et puis tu y vas pour n'importe quel salaire, quoi. Ok. Et la dernière question que j'ai pour toi, c'est si tu pouvais vivre n'importe où dans le monde, où est-ce que ce serait? Un endroit où il n'y a pas de pression fiscale. C'est un peu partout sauf en France, j'ai envie de dire. Mais après, non, ça va, je suis bien en France parce que j'ai tous mes potes et tout ça. Mais ouais, bah alors je dirais partout, sauf surtout en Afrique, parce que pour avoir fait le tour, alors à part le sud de l'Afrique, non, là, les pays chauds et trucs comme ça, c'est un des endroits où j'ai plus envie d'aller. J'ai passé 10 ans de ma vie à vivre dans ces endroits-là. Et, c'était pas en tant que touriste, mais bon, si je peux les éviter, je les évite. Mais non, après, je suis pas fixé. S'il faut que je parte un jour étranger, j'aurai aucun scrupule à quitter la France et aller n'importe où. Quitte à revenir plus tard, hein. C'est sûr que Oui, oui, quitte à voilà, revenir la plus vie tard. est faite d'opportunités. Eh ben, Exactement. écoute, Thomas, ça m'a fait super plaisir, malgré la petite latence. Désolé, ça fait la deuxième fois. J'espère que ça vient pas de chez moi. L'autre fois, j'avais testé, c'était pas de chez moi. Malgré la petite latence, c'était super bien de t'avoir. Si on veut te retrouver, Ouais. Alors, sur le nouveau podcast Loc Invest, alors ça s'écrit LOC puis plus loin Invest, mais bon, je pense que tu mettras une vignette ou un truc. Donc, je préviens tout le monde, je suis pas formateur ni rien. Ouais, je mettrai dans la description du. Ouais. Ouais, je fais ça du coup juste pour le kiff, pour partager. Et donc, si vous voulez connaître toutes mes galères et l'actualité immobilière et tous ces trucs-là, ben n'hésitez pas à y aller. C'est vraiment pour m'amuser que je fais ça. Il faut peut-être que je crée une page Facebook, je sais pas. J'y connais vraiment rien du tout, donc j'ai juste fait un Insta, Loc Invest. Donc, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les envoyer ou des questions. Voilà. Donc, vous verrez, c'est une vignette toute noire et puis Loc Invest est écrit en jaune et blanc. Et puis voilà, on se retrouve de l'autre côté. Hein. Ça marche. Eh ben, écoute, je te souhaite une très bonne soirée, Thomas. Bah, toi aussi, bonne soirée. Bientôt. Ouais, bah, très bientôt. Je continuerai à t'écouter. Salut. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. Encore désolé pour la légère latence. Je vous rappelle, si vous voulez profiter de l'offre de lancement, négocier pour faire des gros billets, disponible, lien dans la description ou sur grosbillets.com/négo. C'est le moment ou jamais. Et sinon, bah, comme toujours, pensez à liker, commenter, partager. Bonne semaine à tous et à très bientôt. Bye bye.